Vous venez de vous mentir à vous-même. Non, ce n'est pas une image. Au cours des 5 dernières minutes, votre cerveau a déformé au moins 3 faits concernant votre propre vie. Et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Machiavel avait identifié ce phénomène il y a 500 ans et il l'a transformé en pouvoir. Je vais vous révéler le mécanisme brutal qui se cache derrière le déni. Pourquoi vous préférez le mensonge à la vérité? Et les 3 techniques machiavéliques pour détruire cette auto-illusion. Mais je vous préviens, ça va faire mal. Parce que le premier mensonge que vous vous racontez, c'est que vous ne vous mentez jamais. Commençons. En 2024, des chercheurs de l'université du Zhejiang en Chine ont mené une expérience révélatrice, publiée dans Frontiers in Psychology. Ils ont donné un feedback négatif à 427 participants sur leur performance lors de tâches cognitives. Le résultat, ceux qui ont reçu un feedback brutal, confrontés à la vérité qu'ils avaient moins bien réussi que les autres, ont manifesté des niveaux significativement plus élevés d'auto-illusion lors des mesures suivantes. Lorsque la réalité contredisait l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, le cerveau distorçait simplement les faits. Jung et ses collaborateurs ont identifié le mécanisme. La validation sociale et la reconnaissance sont des motifs primaires d'auto-illusion situationnelle. Traduction du jargon universitaire. Vous vous mentez à vous-même parce qu'admettre la vérité détruirait l'image que vous avez construite de qui vous êtes. Mais le pire reste à venir. Des études de neuroimagerie fonctionnelle ont identifié que le cortex préfrontal médian postérieur, la région de votre cerveau responsable de la conscience de soi, modifie littéralement son activité lorsque vous êtes confronté à une dissonance cognitive. Des chercheurs de l'UCLA ont utilisé la stimulation magnétique transcrânienne pour désactiver temporairement cette zone cérébrale. Le résultat? Les participants ont perdu la capacité de réduire la dissonance en changeant d'attitude, sans le cortex préfrontal médian postérieur en état de marche. Ils ne parvenaient plus à se mentir efficacement. Ils restaient bloqués avec la vérité brutale, et cela provoquait un inconfort psychologique mesurable. Votre cerveau possède un système dédié au déni. Ce n'est pas un bug, c'est une fonction évolutive. Et voici le problème. Ce système a été conçu pour des environnements ancestraux où le déni avait des avantages en termes de survie. Nier la peur lorsque vous étiez confronté à un prédateur vous permettait d'agir. Nier la douleur d'une perte vous permettait de continuer à survivre. Mais dans le monde moderne, le déni ne vous sauve pas, il vous détruit lentement. Parce que vous ne fuyez plus les lions, vous construisez des affaires, des relations, des carrières. Et dans ces contextes, nier la réalité ne vous protège pas, il vous condamne à l'insignifiance. Une étude supplémentaire de 2023, publiée dans la revue scientifique Consciousness and Cognition, a démontré que l'auto-illusion réduit littéralement la charge cognitive grâce à un mécanisme appelé compromission de la mémoire consciente involontaire. Traduction. Votre cerveau efface sélectivement les souvenirs qui contredisent le récit que vous avez construit sur vous-même. Ce n'est pas un oubli passif, c'est une suppression active. Vous ne vous souvenez pas de cette fois où vous avez échoué d'une manière similaire parce que vos souvenirs détruiraient l'illusion que, cette fois, ce sera différent. Votre cerveau supprime littéralement les preuves contraires de votre accès conscient. Cela vous économise de l'énergie mentale, mais cela vous empêche d'apprendre des schémas. Machiavel l'a compris viscéralement. Dans les lettres qu'il a écrites pendant son exil à San Cassiano in Val di Pesa, il a décrit une observation brutale. Les hommes ne voient pas les choses comme elles sont, mais comme ils voudraient qu'elles soient. Et plus important encore, celui qui parvient à voir la réalité sans filtre domine ceux qui vivent dans l'illusion.
Parce que Machiavel savait quelque chose que les neurosciences ne feraient que confirmer 5 ans plus tard. L'auto-illusion a une fonction adaptative immédiate, mais un coût stratégique dévastateur à long terme. Laissez-moi être direct, vous vous mentez sur 3 choses principales. Premier mensonge, l'externalisation du contrôle. Quand quelque chose tourne mal dans votre vie, vous l'attribuez à des facteurs externes, le marché, l'économie, la famille, la chance. Quand quelque chose réussit, vous l'attribuez à vos compétences et à vos efforts. C'est un peu comme ce que dirait un Parisien en critiquant la politique. C'est toujours la faute des autres, jamais la mienne. Ce n'est pas seulement un biais d'autocomplaisance, c'est une stratégie sophistiquée de préservation de l'ego. Une étude de 2024, menée auprès de 1188 infirmières et publiée dans une revue académique prestigieuse, a démontré que la corrélation entre l'auto-illusion et le déni de responsabilité était de R0,44 avec P inférieur à 0,001. En termes pratiques, plus vous vous mentez à vous-même, plus vous externalisez le contrôle sur votre vie. Et voici le coup machiavélique. Quand vous externalisez le contrôle, vous abandonnez le pouvoir. Vous devenez l'otage des circonstances. Machiavel appelait cela « vivere in fortuna », vivre à la merci du destin. Et il méprisait cela. Il a écrit « La fortune est l'arbitre de la moitié de nos actions, mais elle nous laisse gouverner l'autre moitié. » La question est, dépensez-vous votre énergie à vous concentrer sur la moitié que vous pouvez contrôler, ou vous cachez-vous dans le déni de la moitié que vous ne pouvez pas? Je vais vous donner un exemple brutal de la façon dont cela fonctionne dans la pratique. Imaginez que votre entreprise soit en difficulté. Les ventes chutent, les clients sont mécontents, l'équipe est démotivée. Vous avez 2 narrations disponibles. Narration de l'externalisation. Le marché est difficile. La concurrence pratique le dumping des prix. L'économie est en crise. Mes employés manquent d'engagement. J'ai eu de la malchance avec des clients difficiles. Narration du contrôle interne. Ma proposition de valeur n'est pas assez claire. Mon processus de vente présente des lacunes. Je n'attire pas ou ne forme pas les bonnes personnes. Je ne crée pas une culture de responsabilité. Mes décisions stratégiques des 6 derniers mois ont généré ces résultats. Laquelle fait le plus mal? La seconde, évidemment. Laquelle vous donne le pouvoir de changer? La seconde, évidemment. Machiavel l'a observé à Florence à plusieurs reprises. Les dirigeants qui blâmaient les circonstances extérieures perdaient invariablement le pouvoir. Les dirigeants qui assumaient l'entière responsabilité, même lorsqu'il y avait de véritables facteurs externes, conservaient leur capacité d'agir et leur marge de manœuvre. Lorsque César Borgia a perdu des territoires après la mort de son père, le pape Alexandre VI, il n'a pas blâmé la fortune. Il a analysé froidement ses erreurs stratégiques, ne pas avoir consolidé suffisamment de pouvoir indépendamment de la papauté, ne pas avoir éliminé ses ennemis quand il en avait l'occasion, ne pas avoir prévu la possibilité de la mort subite de son père. Il a tout de même tout perdu, mais il a gardé sa clarté jusqu'à la fin. Comparez cela à Pierre Soderini, le gonfalonier à vie de Florence que Machiavel a servi. Lorsque les Médicis sont revenus au pouvoir en 1512, Soderini a blâmé les trahisons, les conspirations, la malchance. Il est mort en exil, amer et confus, sans jamais comprendre que ses propres décisions politiques, ses hésitations, son refus d'utiliser la force lorsque cela était nécessaire, ont créé les conditions de sa chute. L'externalisation du contrôle n'est pas seulement cognitivement incorrecte, elle est stratégiquement suicidaire. Deuxième mensonge, le sentiment d'exception personnelle. Vous croyez que les règles ne s'appliquent pas à vous. C'est un peu comme se dire « moi, je suis différent, je peux griller un feu rouge, ça ne m'arrivera pas ». Non, pas complètement. Vous êtes différent.
Tout le monde surestime ses propres compétences. Tout le monde pense être au-dessus de la moyenne. Mais vous l'êtes vraiment. Du moins, c'est ce que vous vous racontez. Des recherches menées en 2023 et publiées dans le Journal of Experimental Psychology ont démontré que les observateurs se font des attentes concernant la précision de leur propre perception. Et ces attentes altèrent la métacognition et la conscience. Lorsqu'ils s'attendaient à des signaux plus forts, ils se sentaient plus confiants, même lorsque les signaux étaient tout aussi faibles. Traduction, vous créez un récit d'exception, et ensuite votre cerveau filtre sélectivement les preuves qui confirment ce récit. Tout ce qui le contredit est écarté, minimisé ou réinterprété. Machiavel observait cela dans la Florence du XVIe siècle, des dirigeants qui se croyaient exceptionnels, immunisés contre les lois qui gouvernaient les autres hommes. César Borgia était brutal, mais il n'était pas dupe. Pierre Soderini était vertueux, mais il vivait dans un fantasme. Devinez qui a duré le plus longtemps? L'exceptionnalisme n'est pas de la confiance. C'est du déni déguisé en estime de soi. Et voici la donnée la plus brutale à ce sujet. Une étude de 2023 sur les biais métacognitifs a démontré que les personnes ayant faible conscience de leurs propres biais étaient significativement plus susceptibles de commettre des erreurs de jugement dans leurs décisions économiques, leurs relations et leur carrière. La corrélation était dévastatrice. Mais le plus intéressant, lorsqu'elles étaient confrontées à des preuves de leurs erreurs. Ces personnes n'ajustaient pas leurs estimations de compétences. Au contraire, elles augmentaient leur confiance dans le fait d'avoir raison, attribuant les erreurs à des facteurs temporaires et externes. Cela s'appelle l'illusion de supériorité. Et vous l'avez aussi, laissez-moi vous le prouver. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous évaluez-vous en tant que conducteur, en tant que communicateur, en tant que partenaire romantique, en tant que professionnel dans votre domaine? Si vous avez répondu 7 ou plus dans l'une de ces catégories, statistiquement, vous avez tort, parce que des études de psychologie démontrent que 93% des personnes s'évaluent comme des conducteurs au-dessus de la moyenne. 87% se considèrent au-dessus de la moyenne en compétences sociales. 94% des professeurs d'université américains croient être meilleurs que la médiane de leurs pairs. Mathématiquement impossible, logiquement absurde, psychologiquement universel. Machiavel ne s'est jamais considéré comme exceptionnel. Il se considérait comme un observateur. Dans les discours, il répète constamment « les anciens l'ont déjà fait ». L'histoire montre à maintes reprises, les schémas humains sont constants. Il savait qu'il n'était pas spécial. Et cela le rendait dangereusement efficace, parce que lorsque vous acceptez que les mêmes lois psychologiques, sociales et stratégiques qui gouvernent tous les autres vous gouvernent aussi, vous pouvez étudier ces lois et les utiliser. Lorsque vous vous croyez une exception, vous ignorez les lois et les lois vous détruisent, même sans que vous vous en rendiez compte. Exemple pratique. Tous les entrepreneurs ruinés que j'ai connus croyaient que leur cas était différent. Ils n'avaient pas besoin de flux de trésorerie parce qu'ils avaient un modèle innovant, qu'ils n'avaient pas besoin de valider le marché parce qu'ils avaient une vision claire, qu'ils n'avaient pas besoin de discipline opérationnelle parce qu'ils avaient de la passion. Les lois de la gestion, des finances et du marché ne se soucient pas de votre vision. Elles opèrent indépendamment de votre récit d'exception. Et lorsque vous vous heurtez à la réalité gagne toujours. Troisième mensonge, l'identité cristallisée. Vous croyez déjà savoir qui vous êtes, vos préférences sont définies, vos valeurs établies, votre personnalité consolidée. C'est le plus gros mensonge de tous, parce que l'identité cristallisée est une prison de confort. Elle vous permet d'éviter la douleur de l'auto-réévaluation constante. Si vous savez déjà qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de remettre en question vos choix, vos schémas, vos croyances limitantes. Des études de 2024 sur la métacognition publiées dans Nature
ont démontré que les individus ayant une haute conscience métacognitive de leur propre biais avaient 78% moins de probabilité de commettre des erreurs de jugement économique. L'autoconscience ne consistait pas à se connaître. Il s'agissait de savoir que vous ne vous connaissez pas complètement et de rester ouvert à une mise à jour constante. Machiavel n'avait pas une identité fixe. Il était diplomate, bureaucrate, dramaturge, historien, stratège militaire. Il s'adaptait. Et dans la lettre de 1513 à Francesco Vettori, il a littéralement décrit le fait de changer de persona en fonction du contexte. Le jour, il traitait avec des paysans et des commerçants. La nuit, il portait des vêtements de courtisan et conversait avec les anciens sur la philosophie et le pouvoir. Il n'avait pas de multiples personnalités, il était stratégiquement fluide. Parce qu'il savait qu'une identité rigide est une négation des possibilités. Je vais vous donner un exemple personnel brutal de la façon dont cela fonctionne. Vous avez probablement déjà dit, à un moment donné, « Je ne suis pas le genre de personne qui fait X ». Remplissez le X, se lève tôt, fait de l'exercice régulièrement, est discipliné avec l'argent, parvient à entretenir des relations saines, est assertif, est patient. Cette phrase, cette croyance, est une prison. Parce que genre de personne est une construction narrative que vous avez créée en fonction de schémas passés. Et ensuite, vous utilisez cette construction pour justifier le maintien des mêmes schémas à l'avenir. Je ne suis pas le genre de personne qui se lève tôt, signifie « Dans le passé, je ne me suis pas levé tôt. Donc, mon identité est définie comme quelqu'un qui ne se lève pas tôt. Donc, je n'ai même pas besoin d'essayer de changer parce que ce serait inauthentique à mon essence. Vous voyez le piège? Vous utilisez le passé pour cristalliser le futur. Et vous appelez cela de l'authenticité. Des recherches de 2024 sur la neuroplasticité et le changement comportemental ont démontré que les personnes ayant des identités plus fluides avaient 3,2 fois plus de probabilité de mettre en œuvre des changements de comportement durables que celles ayant des identités rigides. Pourquoi? Parce qu'une identité fluide permet l'expérimentation sans menace existentielle. Si vous vous définissez comme quelqu'un qui apprend à se lever tôt au lieu de quelqu'un qui n'est pas matinal, chaque tentative est un progrès. Chaque échec est une donnée, pas une confirmation d'une identité fixe. Machiavel a appliqué cela stratégiquement tout au long de sa vie, lorsqu'il était secrétaire de la deuxième chancellerie. Il s'est adapté au rôle de diplomate républicain. Lorsqu'il a été exilé, il s'est adapté au rôle d'écrivain et d'analyste politique. Lorsqu'il a tenté de revenir en grâce auprès des Médicis, il a écrit de manière à montrer qu'il pouvait servir n'importe quel régime, pas seulement la République. Il n'était pas hypocrite, il était pragmatique. Il comprenait qu'une identité rigide est un luxe que seuls les puissants peuvent se permettre. Et même eux en paient le prix à terme. Combien de personnes connaissez-vous qui sont piégées dans d'anciennes versions d'elles-mêmes? L'ex-athlète qui se voit toujours comme un athlète 20 ans plus tard. L'ex-cadre qui ne parvient pas à s'adapter à la nouvelle réalité professionnelle. La personne qui se définit par une relation qui s'est terminée il y a des années. L'identité cristallisée n'est pas seulement psychologiquement limitante, c'est stratégiquement mortel dans un monde en constante évolution. Alors, comment détruire l'auto-illusion? Machiavel n'a pas écrit de manuel de conscience de soi, mais entre les lignes du prince, des discours, et surtout dans ses lettres privées, se cachent 3 techniques brutalement efficaces. Technique 1, le protocole du feedback négatif, délibéré. Vous vous souvenez de l'étude de Young? Un feedback négatif, unique et réel, suffisait à réduire l'auto-illusion. La plupart des gens évitent le feedback négatif. Ils s'entourent de personnes qui confirment leurs illusions. Ils construisent des bulles de validation. Machiavel faisait l'opposé. Il recherchait activement des personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui. Dans les discours,
Il analyse les erreurs historiques de leaders qu'il admirait, y compris les Romains qu'il révérait. Il n'avait pas besoin d'avoir raison. Il avait besoin d'être efficace. La technique. Une fois par semaine. Identifiez un domaine de votre vie où vous êtes en échec. Pas un échec passé, un échec maintenant, activement. Écrivez cet échec de manière spécifique et quantifiable. Ensuite, recherchez activement quelqu'un qui peut vous donner un feedback brutal sur cet échec. Ne demandez pas de validation, ne demandez pas de conseils motivationnels, demandez une analyse froide de ce que vous faites de mal. Et voici la partie qui fait mal. Acceptez sans vous défendre, sans mais. Sans cependant, sans le contexte est que. Absorber. Point. Machiavel faisait cela par le biais de sa correspondance. Il demandait à Vettori et à d'autres de critiquer ses textes, ses analyses politiques, ses stratégies. Et lorsqu'il recevait des critiques dévastatrices sur les premières versions du Prince, il ne les rejetait pas. Il les revisitait. Plusieurs fois. L'auto-illusion survit en l'absence de confrontation externe. Détruisez la bulle. Chaque semaine, laissez-moi vous donner le protocole exact pour implémenter cela. Étape 1. Chaque lundi matin, identifiez un domaine où vous êtes activement en échec. Soyez spécifique. Pas relation, mais je ne suis pas vulnérable avec ma partenaire à propos de mes insécurités financières. Pas carrière, mais j'évite une conversation difficile avec mon patron au sujet d'une promotion depuis 4 mois. Étape 2. Écrivez cet échec en une phrase. Littéralement, sur papier ou numériquement, je suis en échec sur X, la preuve objective est Y. Cela me coûte Z. Exemple. Je suis en échec pour maintenir une cohérence dans mon entreprise. La preuve est que ces 3 derniers mois, j'ai travaillé moins de 15 heures par semaine malgré le fait de dire que je veux de la croissance. Cela me coûte environ 50 000 € en revenus potentiels et en crédibilité auprès des clients. Étape 3. Identifiez une personne qui a la permission sociale et les connaissances pour vous donner un feedback brutal dans ce domaine spécifique. Pas votre meilleur ami qui vous aime inconditionnellement, quelqu'un qui a intérêt à vous voir vous améliorer, mais aucun intérêt à protéger vos sentiments. Imaginez demander à votre ancien professeur de comptabilité, Monsieur Dubois, connu pour sa rigueur implacable, de vous donner son avis sur la gestion de vos finances personnelles. Ou à votre collègue, Sophie, dont l'ascension professionnelle fulgurante est la conséquence de ses choix intransigeants, de vous évaluer sur la façon dont vous menez votre carrière. Étape 4. Envoyez un message ou programmez une conversation avec une demande spécifique. J'ai besoin d'un feedback brutal sur X. Je ne veux pas de validation ou de motivation. Je veux une analyse froide de ce que je fais de mal. Pouvez-vous me donner 15 minutes cette semaine? Étape 5. Quand vous recevez le feedback, silenciez votre ego. N'expliquez pas, ne justifiez pas, ne contextualisez pas. Absorbez, posez des questions de clarification. Pas de défense. Quoi d'autre observez-vous? Au lieu de « mais le contexte est que ». Étape 6. Après la conversation, passez 30 minutes seul à traiter l'information. Écrivez tout ce qui a été dit. Ensuite, identifiez quelle partie vous a le plus fait mal. C'est probablement la vérité la plus importante que vous étiez en train de nier. Machiavel faisait cela systématiquement. Dans sa correspondance avec Vettori, il ne demandait pas seulement des opinions, il insistait pour avoir des critiques. Dites-moi où je me trompe, montrez-moi les failles dans mon analyse. Détruisez mes arguments si vous le pouvez. Et quand Vettori ou d'autres détruisaient ses arguments, il remerciait sincèrement, parce que chaque illusion détruite était du pouvoir récupéré. Technique 2. La séparation machiavélique entre interne et externe. Des études de neuroimagerie révèlent que le cortex préfrontal médian postérieur maintient l'image de soi à travers le biais d'autocomplaisance.
Cette région supprime littéralement les informations négatives sur vous-même pour maintenir une cohérence narrative. Vous ne pouvez pas désactiver cette région, mais vous pouvez créer un protocole d'observation externe. Machiavel décrivait cela dans ses lettres. Il se dédoublait littéralement. Le jour, il était un citoyen ordinaire. La nuit, il revêtait la persona du courtisan et conversait avec les anciens. Il s'observait comme il observerait un autre. La technique, à la fin de chaque journée, consacrez 10 minutes à faire une analyse à la troisième personne de vos décisions. Pas « j'ai fait cela parce que », mais « il a fait cela parce que ». Ça semble idiot. Des recherches en psychologie démontrent que le langage à la troisième personne active des zones du cortex préfrontal médian liées à la métacognition et désactive simultanément l'amygdale, réduisant la réactivité émotionnelle. Traduction: quand vous vous observez comme vous observeriez un autre, vous gagnez suffisamment de distance émotionnelle pour apercevoir les schémas d'auto-illusion. Écrivez: il a dit qu'il ferait X, mais il a fait Y. Il a justifié avec Z, mais la vraie raison était W. Machiavel faisait cela systématiquement. Il analysait les leaders historiques avec la même froideur qu'il devait s'analyser lui-même. Et quand il a appliqué cette lentille sur ses propres choix politiques à Florence, il a identifié exactement où il avait échoué. Il a fait confiance à Pierre Soderini alors qu'il aurait dû être sceptique. Il a cru en la vertu de la République alors qu'il aurait dû voir les signes de décadence. Il ne s'est pas pardonné. Il a appris. La séparation interne crée la clarté. La clarté détruit l'illusion. Voici le protocole quotidien pour implémenter cela. Chaque soir, avant de dormir, consacrez 10 minutes à écrire une analyse à la troisième personne de votre journée. Utilisez votre propre prénom, ou juste « il » ou « elle ». Structure du journal machiavélique. Ligne 1. Il s'est réveillé à heure avec l'intention déclarée de objectif. Ligne 2. Tout au long de la journée, il a réellement fait actions concrètes observables. Ligne 3. Quand il a été confronté à situation difficile, il a réagi avec comportement réel, pas intention. Ligne 4. La narration qu'il se raconte à lui-même est sa justification interne. Ligne 5. La réalité observable est ce qu'un étranger verrait. Ligne 6. La différence entre la narration et la réalité révèle schéma d'auto-illusion. Exemple réel. Il s'est réveillé à 9h30 avec l'intention déclarée de travailler 8 heures productives sur le projet X. Tout au long de la journée, il a réellement travaillé environ 3 heures, intercalé avec des réseaux sociaux, des emails non urgents et une réorganisation inutile de son espace de travail. Quand il a été confronté à une tâche difficile d'analyse de données, il a réagi en procrastinant à travers des tâches plus faciles et moins importantes. La narration qu'il se raconte à lui-même est qu'il était stratégique et avait besoin d'un échauffement mental. La réalité observable est qu'il a évité l'inconfort cognitif en fuyant vers des tâches à faible valeur. La différence entre la narration et la réalité révèle un schéma d'évitement de la difficulté et de recherche de gratification immédiate. Le décalage entre le récit et la réalité révèle un schéma d'évitement, déguisé en productivité stratégique. Ça fait mal de lire ça à propos de soi-même, n'est-ce pas? Ça devrait... parce que c'est la vérité. Et la vérité est le premier pas vers le pouvoir. Machiavel tenait des registres méticuleux, non seulement des événements politiques, mais aussi de ses propres réactions, décisions, erreurs. Il s'étudiait comme il étudierait un adversaire, sans pitié, sans autocomplaisance. Dans ses lettres à Vettori, il analysait souvent ses propres décisions passées avec une froideur chirurgicale. J'aurais dû voir X, je ne l'ai pas vu parce que cela m'a coûté Z, je ne répéterai pas. Il n'y a pas d'autoflagellation émotionnelle, juste la reconnaissance des faits et un ajustement stratégique.
Technique 3. Le test de l'inversion des conséquences. C'est la plus brutale et la plus efficace. Machiavel avait un principe philosophique central, juger par les conséquences, pas par les intentions. Peu importe ce que vous prétendez faire. Ce qui compte, c'est ce qui se passe. La plupart des gens se mentent sur leurs intentions. Je voulais dire, j'ai essayé de faire. Mon intention était. Tout cela est de l'auto-illusion sophistiquée. La technique. Identifiez un domaine de votre vie où vous essayez depuis plus de 6 mois, sans résultat concret. Maintenant, inversez l'analyse. Si les résultats que vous obtenez étaient votre véritable intention, quel genre de personne seriez-vous? Quelle valeur démontrerez-vous à travers vos actions réelles et non vos intentions déclarées? Exemple brutal. Vous dites que la santé est une priorité. Mais depuis 8 mois, vous ne faites pas de sport régulièrement. Inversez, si CES résultat, ce corps actuel, cette condition physique était votre véritable intention, vous seriez quelqu'un qui valorise le confort immédiat au détriment de la santé à long terme. Quelqu'un qui préfère Netflix et une pizza à une séance de sport et une salade. Ce n'est pas un jugement moral, c'est la reconnaissance des faits. Vos actions révèlent vos valeurs réelles. Vos paroles révèlent seulement vos valeurs aspirationnelles. Machiavel appliquait cela à la politique. Les dirigeants disaient qu'ils voulaient la stabilité, la justice, la prospérité, mais leurs actions constantes généraient le chaos, l'inégalité, le déclin. Donc, leur valeur réelle était le pouvoir personnel, le contrôle, l'enrichissement aux dépens du peuple, comme on a pu le voir avec certains scandales récents. Il ne jugeait pas la moralité, il observait la mécanique. Faites de même avec vous-même. Jugez-vous par les résultats que vous générez, pas par les intentions que vous déclarez, parce qu'une intention sans exécution, c'est juste de l'auto-illusion bien emballée. Voici le protocole mensuel pour mettre cela en œuvre. Le premier jour de chaque mois, faites un audit des résultats par rapport aux intentions, pas un audit de l'effort, pas un audit des sentiments, un audit des résultats concrets, mesurables. Protocole d'audit machiavélique. Étape 1. Listez vos 3 principales priorités déclarées du mois dernier. Pas ce que vous avez réellement priorisé, ce que vous avez dit que vous alliez prioriser. Écrivez-le littéralement. Étape 2. Pour chaque priorité, mesurez le résultat concret obtenu, pas le progrès émotionnel, pas les apprentissages, pas les tentatives, les résultats. Exemple, priorité déclarée. 1. Développer mes affaires. Résultat mesurable. Le chiffre d'affaires a augmenté, de nouveaux clients ont été acquis, un produit a été lancé, non? Alors vous avez échoué dans cette priorité. Simple. Priorité déclarée. 2. Améliorer ma santé. Résultat mesurable. Le poids a changé dans la direction souhaitée. Les analyses de sang se sont améliorées. Pouvez-vous faire X répétitions ou courir Y kilomètres de plus que le mois dernier? Non. Échoué. Priorité déclarée. 3. Renforcer ma relation. Résultat mesurable. Le nombre de conversations profondes a augmenté. Les conflits ont diminué. Votre partenaire rapporte se sentir plus connecté lorsque vous lui demandez directement. Non. Échoué. Étape 3. Maintenant vient la partie brutale. Pour chaque domaine où vous avez échoué à obtenir des résultats, inversez la question. Si les résultats que j'ai obtenus étaient ma véritable intention, quelle valeur suis-je en train de démontrer? Exemple dévastateur, vous avez dit que la santé était une priorité. Mais vous avez pris 3 kilos, vous n'avez pas fait de sport régulièrement. Vous avez mal mangé 80% du temps. Inversion. Si CES résultat était votre véritable intention, vous valorisez le confort immédiat au détriment de la santé à long terme. Vous valorisez la gratification orale au détriment de la longévité. Vous valorisez éviter l'inconfort physique au détriment de la capacité fonctionnelle future.
C'est comme ce voisin qui se plaint toujours de son dos, mais n'a jamais le temps d'aller chez le kiné. Ce n'est pas un jugement, c'est la reconnaissance. Vos actions révèlent vos préférences, pas vos mots. Étape 4. Écrivez la vérité brutale en une phrase. Mes valeurs démontrées. Le mois dernier était liste basée sur les actions réelles, pas les intentions déclarées. Étape 5. Décidez. Acceptez-vous ces valeurs révélées comme vos valeurs réelles? Si oui, arrêtez de mentir sur vos priorités et alignez vos paroles sur vos actions. Sinon, reconnaissez que vous devez changer vos actions, pas vos intentions. Machiavel a fait cela brutalement après l'effondrement de la République florentine. Il aurait pu dire qu'il valorisait la loyauté envers la République, la vertu civique, les principes démocratiques. Et dans son récit intérieur, il le croyait probablement. Mais lorsqu'il a appliqué le test de l'inversion des conséquences sur ses propres actions pendant ses années de service, la vérité était plus complexe. Il valorisait l'efficacité au-dessus de la loyauté idéologique. Il valorisait le réalisme stratégique au-dessus des principes abstraits. Il valorisait le pouvoir fonctionnel au-dessus de la pureté morale. Et une fois qu'il a reconnu cela, il a arrêté de se mentir. Et il a écrit « Le Prince ». Un livre qui ne prêche pas ce qu'il pensait qu'il devrait valoriser, mais ce qu'il observait qui fonctionnait dans la réalité brutale du pouvoir. Écoutez, Machiavel a été exilé, torturé, oublié politiquement. Il avait toutes les raisons de vivre dans le déni, de blâmer les Médicis, de blâmer la fortune, de blâmer la République qu'il avait servi fidèlement. Mais il ne l'a pas fait. Il a affronté la vérité brutale. Florence a changé. Les temps ont changé. Il ne s'est pas adapté assez vite et il en a payé le prix. Et alors, au lieu de se noyer dans l'autocommisération ou l'auto-illusion, il a fait quelque chose de radicalement différent. Il a utilisé son exil pour écrire. Il a analysé froidement ses propres erreurs, les erreurs de Florence, les schémas de pouvoir qu'il n'avait pas perçus lorsqu'il était à l'intérieur du système. Le Prince n'est pas un traité sur le pouvoir, c'est un traité sur la clarté. Clarté sur la nature humaine, clarté sur les dynamiques de pouvoir, clarté sur ses propres illusions. Et voici le paradoxe brutal qui clôt tout. L'auto-illusion vous protège de la douleur, mais vous maintient faible. La vérité fait mal, mais vous rend libre. Vous pouvez choisir le mensonge confortable et vivre une vie de médiocrité gérée. Ou vous pouvez choisir la vérité brutale et construire un pouvoir réel sur des bases réelles. Machiavel a choisi la vérité. Et 500 ans plus tard, nous lisons encore ces motets. Combien de ses contemporains vivant dans leurs illusions confortables? Pouvez-vous nommer? Pensez-y. Les 3 techniques que je vous ai données ne sont pas de la théorie. C'est un protocole opérationnel. 1. Feedback négatif délibéré, hebdomadaire. Recherchez activement ceux qui détruisent vos illusions. 2. Analyse à la 3e personne quotidienne. Observez-vous comme vous observeriez un parfait inconnu. 3. Le test de l'inversion des conséquences à réaliser chaque mois. Jugez-vous sur la base des résultats et non des intentions. 30 jours de ce protocole et vous ne vous reconnaîtrez plus parce que la personne que vous pensez être va mourir et la personne que vous êtes vraiment va émerger. Est-ce que ça va faire mal? Oui. Est-ce que ça en vaut la peine? Demandez aux médiocres qui vivent dans le déni. Ils vous donneront une réponse réconfortante. Demandez à ceux qui ont atteint un pouvoir véritable. Ils vous donneront la vérité brutale. Machiavel vous a déjà donné la réponse il y a 500 ans. Ceux qui bâtissent sur la fantaisie bâtissent sur le sable. Ceux qui bâtissent sur la réalité bâtissent sur le roc. Voulez-vous du sable ou du roc? Le choix vous appartient. Mais arrêtez de vous mentir sur ce que vous êtes en train de choisir. Si cette vidéo a détruit une illusion, laissez un super thanks. Pas pour la validation,
mais parce que le contenu qui confronte la vérité doit survivre dans un océan de mensonges réconfortants. Et commentez, vous vivez dans l'illusion ou dans la réalité? Team mensonge confortable ou team vérité brutale? Je connais déjà la réponse en fonction de votre réaction à cette vidéo. La question est, avez-vous le courage de l'admettre?